Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, on passe l'actualité de la semaine en revue. Alors on va parler cette semaine de décumul, de carré, de rond-point et aussi de vaseline. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Premier expert est une experte, c'est une grande figure féministe qui dirige un cercle. Normal pour une figure. Bonjour Béa Ercolini. Bonjour. Il anime une émission sur Radio Judaïka, il est un auteur respecté. Michel Goethe, bonjour. Bonjour. Elle chronique la vie de tous les jours avec talent, Salma Aouache, bonjour. Bonjour. Et il croque dans le vif et dans le cuir résistant des politiques, Nicolas de Decker, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. On commence avec Super Théo, qui s'est encore illustré cette semaine en critiquant à la fois la politique européenne d'asile et la politique d'asile de son propre gouvernement, et donc de son Premier ministre. Vif échange jeudi à la Chambre, extrait avec Ahmed Laouej et Charles Michel. Depuis 4 ans, l'impunité politique dont il jouit dans votre gouvernement, ce manquant de vos prétendus recadrages l'a renforcé. Ces idées et ces attitudes ignobles ont prospéré sur le terrain de vos renoncements. Monsieur le Premier ministre, vous êtes aujourd'hui comptable et responsable de l'affaiblissement de notre démocratie. Monsieur le Premier ministre, il nous faut aujourd'hui une réponse à la hauteur de nos engagements, de vos engagements démocratiques. Est-ce que Franken, oui ou non, a encore sa place dans votre gouvernement? C'est ça la question qu'on vous pose, Monsieur le Premier ministre. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est un principe sacré. La Convention européenne des droits de l'homme, les réglementations internationales sont et seront respectées par la Belgique. Puis-je vous demander de laisser parler le Premier ministre? Et nous allons aussi soutenir les efforts pour qu'il y ait davantage d'harmonisation européenne dans la mise en œuvre des conventions européennes et internationales. Alors c'est un peu ce qui s'est passé pendant toutes ces semaines. Il y a beaucoup de questions posées sur Theo Franken et très peu de réponses. Béa Ercolini, comment vous voyez tout ça? Moi, je trouve que ça donne une image complètement schizo de la Belgique. On ne sait plus très bien ce que veut ce gouvernement. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est finalement des tweets, dire tout et son contraire, des revirements de position, etc., un acharnement sur les migrants, sur les frontières, des formules qui font polémique, ça vous rappelle personne? Moi, je trouve on dirait que Theo Franken a calqué son mode de communication sur ce que fait Trump. Ça marche aux États-Unis, pourquoi ça ne marcherait pas ici? On dirait qu'il se crée une espèce de cinéma personnel, de décor. On imagine les pêcheurs de crevettes d'Ostende en train de repousser comme ça, avec leur cheval, de repousser des canaux qui viendraient s'échouer sur les plages d'Ostende. Voilà. Donc, je trouve ça assez hallucinant comme position. Et puis aussi, je me demande si finalement le problème, plus que Theo Franken, c'est pas Theresa May, parce que si ces gens... Parce qu'en fait, le problème qu'on a, nous, ce sont les transmigrants qui passent et qui ne veulent pas s'installer chez nous. Je trouve ça inacceptable et pas normal de devoir les retenir et de devoir les empêcher d'aller en Angleterre. Michel Goethe. C'est la longue dérive populiste de notre classe politique. C'est affligeant. C'est un homme qui divise, qui monte les gens les uns contre les autres. C'est un problème difficile, un problème douloureux sur lequel les gens ont des positions très contrastées. Au lieu d'essayer de trouver des solutions responsables, de mettre les gens ensemble, on fait l'inverse. On les monte les uns contre les autres, on s'envoie des injures à la figure. Et ça contamine petit à petit toute la classe politique, à droite comme à gauche. On a des phrases comme la Belgique des diamantaires envers soi, et puis le merdier, et puis la vaseline. C'est affligeant. Salma Aouache. Effectivement, il a pas créé le style de communication. C'est un style. Il y a un précédent avec Donald Trump qui s'est un peu installé partout en Europe, je trouve, en traînée de poudre depuis quelques mois, où on voit cette espèce de parler franc avec des grosses formules. C'est pas nouveau, Berlusconi. Oui, c'est ça, mais c'est pas nouveau. Il y a eu un précédent à une autre fonction d'État. C'était pas avant Trump plutôt? Mais oui, mais il a un écho. Aujourd'hui, il y a eu un précédent vraiment d'ampleur internationale qui a quelque part légitimé un petit peu cette approche, elle a rendu presque à la mode. Mais ceci étant, c'est un langage aussi qui permet de dire des choses simplement et à tout le monde, alors qu'on a eu l'habitude d'un langage politicien establishment qui lui complique un peu et édulcore un peu des choses qu'ils n'osent pas dire parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de les dire. Et
à mon sens, il a le mérite, même s'il le fait à sa manière et d'une manière qui est hautement controversée, qu'on n'attend pas à ce haut niveau d'État, de soulever de manière franche un problème que les autres ne soulèvent que via des chemins alambiqués. Et donc c'est comme ça qu'ils font le lit de ce genre de discours. C'est quand on est un peu genre on n'assume pas, que celui qui parle le plus franchement et le plus fort finit par avoir raison, parce que c'est lui qu'on cite et c'est lui qu'on reprend à chaque fois. C'est pas Charles Michel. Nicolas de Decalet. C'est le toutou, Charles Michel. Bah oui, mais donc c'est ça, il y en a bien un qui a raison finalement en communication. Écoutons Nicolas de Decker aussi, là son Jean-Jacques, vous êtes toujours rasé de très près. Oui. Je vous félicite souvent pour ça, un petit peu moins, mais je suis beaucoup moins adroit que vous. J'ai l'impression que la communication de Franken évolue, mais sur la base de Gillette, la double lame. Vous savez, depuis le début, ces histoires de dérapage, c'est d'abord une grosse lame qui va couper très fort dans le sens du poil, c'est-à-dire à la direction de son électorat, et puis une plus petite dans l'autre sens qui compense un peu la première coupure. Eh bien, on a l'impression, depuis qu'il est en place, Theo Franken, c'est que la première lame est de plus en plus grosse et de plus en plus grossière, et la seconde de plus en plus petite et donc de moins en moins réparatrice. Et c'est ce qui se joue ici, parce qu'on est arrivé cette semaine à un moment où sa stratégie de la grosse lame qui coupe dans le sens du poil de son électorat, il l'exporte. C'est-à-dire que maintenant, Theo Franken, il n'était connu qu'en Belgique. Désormais, il l'est en Europe. Et c'est la première fois, c'est un saut qualitatif pour lui. C'était la personnalité qui clivait en Belgique, mais aujourd'hui, il est une des personnalités qui clivent en Europe. C'est aussi ça peut être peut-être, pourquoi pas, un motif de fierté. Ça fonctionne en tout cas. Un Belge qui a du succès à l'étranger. Eh bien, on va voir si c'est l'avis de nos deux invités politiques qui sont tous les deux bruxellois. On les accueille après. Nous accueillons Benoît Hellings, député fédéral écolo, chef de file écolo aux prochaines communales à la ville de Bruxelles, et Geoffroy Comans de Brachen, échevin à la ville de Bruxelles, échevin et maire. Bienvenue à tous les deux. Peut-être un mot d'introduction. Normalement, il était prévu que Els Ampe, qui est échevine comme vous à la ville de Bruxelles, mais Open VLD, soit avec nous. Mais au moment de l'enregistrement, il y a un vote important au Parlement bruxellois, et s'est rendu compte que ce serait difficile d'être présent en deux endroits, donc je vous remercie, Geoffroy Comans de Brachen, de la remplacer au pied levé ce jour. Et on va tout de suite commencer par vous, puisque c'est vous qui venez d'arriver. Vous, comment vous avez vécu cette séquence sur Theo Franken? Parce que Benoît Hellings, on l'a entendu à la Chambre jeudi, mais vous, en étant MR, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par nos experts? Alors, comme libéral, c'est vrai que on ne m'accusera pas d'être proche des théories de Theo Franken. D'ailleurs, à la ville, on l'a toujours dit, c'est vrai que notre meilleur ennemi, je dirais, c'est la NVA précisément, et clairement, à titre personnel aussi, comme administrateur ou membre de, je pense, à peu près toutes les associations patriotiques qui existent sur la scène bruxelloise, je pense être membre, je pense donc que clairement, on ne m'accusera pas d'avoir le même positionnement. Mais ce que j'aime bien aimer dans la déclaration de Béatrice Collini, c'est précisément que, et on ne le voit pas assez, c'est exactement le même modus operandi que celui de Donald Trump. Et il a très bien compris que dès qu'il arrive avec une punchline comme celui-là, et c'est de façon régulière, il se rend compte que l'entièreté de la presse embraye. Et il devient le centre de l'attention, avec une façon caricaturale, de façon provocante, simulée, à dessein ou pas, ça c'est à voir, mais clairement, on sent bien une personnalité qui vit autour de cela. Mais si on vous entend, Charles Michel devrait le débarquer alors? Mais je pense qu'il faut simplement que la presse se dise, eh bien, est-ce que nous reprenons... la presse, alors. Je pense que, est-ce que la presse a besoin simplement de reprendre simplement chacun de ses tweets, chacun de ses dérapages quand même. Je pense que, oui, c'est vrai, mais je pense qu'ici, si on commençait à ne plus prêter autant attention à ces tweets, comme on le fait finalement pour Donald Trump, où chacun se dire c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, je pense qu'on pourrait peut-être le voir avec un peu plus de décalage. Il est dans cette communication complètement décalée qu'il assume,
Et je pense qu'il faut le voir tel quel, et il faut pouvoir prendre, nous aussi, un certain recul. Il faudrait qu'on s'habitue, en fait. Non, surtout pas. Surtout pas. Je pense que ça n'est pas un type de déclaration acceptable, mais je pense simplement qu'il faut le voir avec la distanciation nécessaire, qu'on ne voit peut-être pas avec d'autres. C'est pas parce que Barde-Wever le dit en latin que c'est différent, c'est le même discours. On va demander à Benoît Ellings un peu quelle est son opinion là-dessus. Ce jeudi, vous êtes allé assez fort contre Theo Franken. Mais j'ai insisté jeudi à la Chambre sur un élément qui est fondamental, c'est que Theo Franken n'a pas tweeté. Theo Franken n'a pas fait une simple déclaration comme ça sur les réseaux sociaux. Il était à un Conseil des ministres européen où il représentait la Belgique. Et dans ce contexte-là, il a, au nom de la Belgique, déclaré qu'un article essentiel de la Convention européenne des droits de l'homme devait être contourné. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qu'on dénonce, parce que cet acte-là a fait en sorte que la Belgique s'est trouvée dans le camp des extrêmes, aux côtés du nouveau ministre de l'Intérieur Salvini en Italie, de la Liga, à côté de Orban en Hongrie, à côté d'autres gouvernements extrémistes en Europe. Et c'est ça le basculement qui a été opéré cette semaine. Et c'est ça qu'on dénonce avec force. Et c'est là qu'on aurait attendu de la part du Premier ministre, Charles Michel, qu'il puisse dire non, ce n'est pas la position de la Belgique. C'est ce qu'il a dit jeudi. Il a dit que la position, c'est l'article 3 qui est sacré et qu'on n'y touche pas. Theo Franken a ajouté ensuite, le lendemain de sa déclaration, dans la foulée de la réunion européenne, il a déclaré dans un communiqué de presse, vous pouvez retrouver la citation exacte, que, en effet, ce n'est pas tout à fait le contournement de l'article 3 que je voulais dire, mais l'interprétation qu'il en est fait par les juridictions européennes. Mais il ajoute, il n'empêche que cette Convention européenne des droits de l'homme est d'un autre temps, d'une autre époque. Ce qui est bien la preuve qu'en fait, ce qu'il vise, ce n'est pas un petit article de ce qui fait qu'aujourd'hui on vit en paix depuis 73 ans en Europe. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est ce qui a été décidé ensemble en Europe. Ce sont les principes fondateurs qui font qu'on ne veut plus jamais de guerre ici. Et lui, il l'attaque frontalement et il l'assume. Geoffroy Commence de Brachel, vous disiez non. Je pense qu'on parle trop des dérapages de Theo Franken, qui sont certes inacceptables, mais on ne parle pas assez du fond. Un vrai problème, une vraie problématique aujourd'hui. Oser avoir une politique humaine, mais ferme, en matière d'immigration, en matière de migration, ne pas laisser faire une situation qu'aujourd'hui est inacceptable, tant pour les citoyens belges que au niveau international. Ça n'est pas acceptable non plus pour les migrants qui se retrouvent dans une situation de non-droit ici et qui se retrouvent vraiment entre deux chaises systématiquement. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table. Le problème de fond, il est essentiel et on ne peut pas l'aborder sur base de quelques punchlines. Et c'est là que je veux dire, nous devons enfin avoir un débat dépassionnalisé. Malheureusement, on est à quelques encablures des élections et donc chacun va essayer de se positionner de façon très ferme, souvent caricaturale. Le débat sur les migrants, il ne date pas de cette semaine. Ça fait quand même maintenant 2 ans qu'il y a eu cette grande hausse du nombre de migrants. Et donc le débat, il était déjà dans la place publique. Il y a 2 ans, monsieur Delis. Et il y en a beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, souvenez-vous, à l'été 2016, il y avait des dizaines de milliers de personnes. Le parc Maximilien était bondé. On n'est plus du tout dans cette perspective. Et de quoi parlons-nous ici ? Et c'est plus le même type de migrants en plus. Vous savez, on peut avoir un débat sur est-ce qu'il faut les accueillir plus nombreux ou pas. On peut avoir un débat sur est-ce qu'il faut leur offrir de la nourriture ou de quoi dormir ou de l'argent, etc. On peut avoir ce débat et c'est un débat politique. Je suis de gauche, M. Commence est de droite. Mais ici, on n'a pas un débat gauche-droite traditionnel sur la migration. On a un débat sur les valeurs fondamentales, c'est-à-dire les règles. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est comme une constitution. Ce sont les règles essentielles sur lesquelles on se base pour avoir le débat démocratique. Et Theo Franken, lui, il souhaite renoncer à ces règles de base. Mais il est cohérent avec sa politique. Totalement. Jusque-là, il n'y a rien de surprenant, finalement. Il est cohérent. Dit le contraire. Donc, comment ça se fait qu'on peut être au sein d'un même gouvernement, on peut avoir 2 voix aussi différentes. Et normalement, le chef du gouvernement, c'est le patron. Et on a l'impression qu'il n'est pas toujours le patron. Geoffroy Commence. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat de nouveau. Ce n'est pas parce que vous avez une personne qui dysfonctionne que le gouvernement dysfonctionne. Un chien qui aboie, il ne mord pas. C'est quand même important. Et ici, on peut aboyer dans plein de sens, mais il faut entendre aussi que le chef de gouvernement le recadre de façon claire, nette, de façon
précise, en rappelant la règle belge, la règle européenne, et comme je l'ai dit, rappeler le cadre d'une politique ferme mais humaine dans un cadre légal. Mais ça, c'est l'essentiel. Et je pense qu'on a tendance à oublier cela, c'est que nous avons au jour d'aujourd'hui à régler tous les jours donc une situation difficile, très complexe. Et moi, je ne veux pas simplement caricaturer le débat autour de quelques déclarations qui ont été très malheureuses. Je pense qu'ils ne servent pas le débat. Mais derrière ça, il faut voir le débat. Il est la voix du gouvernement. Au-delà de la voix du gouvernement, c'est la voix que d'autres personnes entendent. Et on est quand même dans un climat qui tire vers le populisme. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a eu recadrage. Le climat ambiant dans la population quand même tire vachement vers le populisme. Et se retrouver tout d'un coup avec un membre du gouvernement qui dit des choses comme ça les légitime. C'est dangereux. Est-ce qu'il y a eu recadrage, Benoît Linx, vous qui avez assisté à cette interpellation à la Chambre? Il n'a jamais cité le nom de Theo Franken lui-même, le Premier ministre, je dis. Et vous savez, Theo Franken, il a porté la voix de la Belgique. Et résultat, ça veut dire que Le Monde de jeudi, que j'ai montré au Premier ministre jeudi, il disait l'Italie, la Hongrie, mais aussi la Belgique, sont dans le même camp. Et quand vous voulez, comme le Premier ministre l'a dit à la Chambre, réformer le régime de Dublin, qui fait qu'on pourrait faire en sorte que ce ne soit pas seulement l'Italie et la Grèce qui accueillent les migrants qui viennent de Méditerranée, quand il faut établir des couloirs humanitaires sécurisés, etc., comment voulez-vous le faire si vous vous alliez au niveau européen, comme Theo Franken l'a fait, en s'alliant avec l'Italie, la Hongrie et le reste. C'est ça qui s'est passé. Nicolas De Decker, pour conclure. Ce qui s'est passé, je reviens avec cette théorie de la double lame, exactement la même chose que ce qui se passe à l'échelle belge, c'est-à-dire qu'à l'échelle européenne, tout le monde, ou les observateurs dans leur grande majorité, auront senti la première coupure, la grosse coupure du sens du poil, et puis le lendemain, Charles Michel a tempéré cette grosse coupure-là par une coupure dans le sens contre le sens du voile, pardon. La petite plaquette bleue. C'est ça, mais on l'a beaucoup moins entendu. Et donc le lendemain, dans le Monde daté de vendredi, il n'était pas écrit. Le Premier ministre belge dit que non, la Belgique n'est pas dans. Ça revient à ce que je disais. C'est toujours le sens des punchlines. Si j'arrive demain en lâchant de préférence une phrase forte avec l'un ou l'autre gros mot, vous allez la reprendre en disant « Mais Geoffroy, comment c'est choquant, c'est scandaleux !» Et vous allez retenir simplement le message que j'aurais dit plutôt que le fond. Et c'est un peu la problématique que nous avons, y compris avec Trump. Eh bien, ça veut dire que Charles Michel devrait travailler ses punchlines, comme ça on entendrait les siennes et pas celles de son secrétaire d'État. Alors, je vous propose de parler de drames qui ont eu lieu ces derniers jours à Bruxelles, dans un quartier entre Schaerbeek et Saint-Josse. Des victimes sont des prostituées assassinées. Reportage Sabine Ringelheim et Marjorie Félinger. Des bougies et des fleurs devant le numéro 130 de la rue de Linné, à la mémoire de la jeune prostituée tuée hier de plusieurs coups de couteau. L'émotion est toujours palpable ce matin. Les volets des vitrines, fermés hier par respect et solidarité, sont toujours baissés ce matin. Cette agression, mortelle cette fois, est celle de trop. On dit stop, quoi. On a déjà vécu des agressions, dont une encore en février, mais un meurtre, nous n'avions pas connu dans le quartier depuis plus de 30 ans. Donc maintenant, je crois que les femmes sont fatiguées. Marie est membre d'UTSOPI, l'Union des travailleurs et travailleuses du sexe organisée pour l'indépendance. Dans le quartier, nous dit-elle, les prostituées ont le sentiment d'être abandonnées, rejetées par les autorités communales de Saint-Josse et peu soutenues par la police, malgré la présence du commissariat. C'est vrai qu'on ne les voit jamais, et voilà. C'est tout le reste qui a pris le dessus, évidemment. Les dealers, les vendeurs de toutes sortes, d'objets volés, d'objets qui vont voler dans les bus à la gare du Nord. Voilà, on retrouve de tout dans ce quartier, c'est le Far West. Hein. Nous sommes présents dans les quartiers, les patrouilles sont présentes dans les quartiers. Nous avons différentes opérations qui permettent d'avoir une présence policière à pied et en voiture de manière très fréquente dans le quartier. Et de préciser qu'hier, la police était sur les lieux en moins de 2 minutes. Mais pour tenter de se comprendre, une rencontre est prévue entre police et prostituées. Quant au bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, il n'a pas souhaité réagir. Alors, entre-temps, il y a quand même eu une réunion de prostituées et la zone de police Bruno, de cette zone-là, pour essayer de trouver des solutions à cette inquiétude. Michel Gueud. On a l'impression que les choses n'avancent pas vite dans ce domaine. C'est quand même pas nouveau, la question de l'insécurité. Les violences contre les femmes sont au centre de tous les débats depuis des mois. Il y a eu en janvier l'affaire des mineurs nigérianes, des filles de 14 ans. Alors ça, c'est aussi, excusez-moi, une des conséquences de la politique migratoire. C'est un boulevard pour tous les trafiquants d'êtres humains.
Il y a eu une prostituée très sauvagement agressée en février. Il y en a une qui est morte à Etterbeek en mai. À coup de marteau. Et maintenant une en juin. Ouais. C'est quand même... on attend quand même des autorités qu'enfin ils se mettent d'accord pour mettre une politique de sécurité pour protéger ces femmes. Il n'y a pas de raison qu'on parle tout le temps de la violence contre les femmes battues, etc. Et puis à côté de ça, on laisse passer presque dans l'indifférence des crimes successifs de femmes qui sont déjà dans des situations sociales extrêmement complexes, qui n'ont pas droit à la sécurité sociale, qui sont dans des métiers durs et dangereux. C'est révoltant, en fait. Nicolas de Decker. Quelque chose saisissant que vient de dire Michel, qui me semble très important, c'est presque dans l'indifférence. Quand on compare le vacarme qu'ont fait des événements tout aussi tragiques ces dernières semaines en Belgique, comparativement à ce que l'impact médiatique, le bruit médiatique est sur les réseaux sociaux, les manifestations de sympathie, il y a quand même une énorme disproportion, alors que ça ne me semble pas du tout moins dramatique que la mort répugnante de la petite Mauda ou ce qui s'est passé à Liège. Et je me demande si c'est pas lié au fait que c'est une prostituée noire de surcroît nigériane. Est-ce que c'est pas la première ne l'était pas. La preuve que c'est pas la preuve que notre inconscient collectif, c'est pas celui de l'homme blanc hétérosexuel qui ne préfère pas penser qu'existe ou ne pas assumer qu'existe ce genre de personnes en Belgique. Sachez en tout cas qu'il y a une marche qui est prévue le 14 juin. Donc on verra bien. Mais de manière générale, ça soulève l'idée que c'est comme si c'était une sous-classe sociale. Bien sûr. C'est comme si elle n'existait pas. On avait envie de les mettre dans une boîte. C'est une espèce de misère qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, en résulte une précarité extrême. Et donc, on ne s'approprie pas le cas parce que... Enfin, l'opinion publique peut-être ne s'approprie pas le cas pour répondre à votre question parce que c'est quelque chose qu'ils n'assument pas forcément. Bercolini et puis nos invités. Ce côté tout le monde s'en fiche apparemment est peut-être lié au fait que ces populations sont des gens qui circulent. C'est-à-dire on fait tourner les filles d'une ville à l'autre parce que les clients veulent du nouveau. C'est quelque chose qui est avéré. Et on sait aussi qu'il y a une espèce de trio de tête de la criminalité. C'est les armes, la drogue, le blanchiment, enfin là il y en a 4, pardon, et la prostitution. Et ce sont les mêmes milieux, ce sont les mêmes organisations, et ce sont malheureusement les mêmes méthodes de violence, de coercition, etc. Donc si ça n'avance pas, c'est sans doute pour ça. Moi je trouve qu'il y a des mesures qui ont été prises, qui sont intéressantes. Je voudrais juste en parler en vitesse. C'est quelqu'un de votre parti. C'est Viviane Tettelbaum à XL qui a fait en sorte que les taxes, parce qu'il y a aussi cette histoire de est-ce que c'est la commune qui doit gérer un système à la Villa Tinto, c'est-à-dire regrouper des prostituées dans un endroit un petit peu safe avec la police, avec des services sociaux ou pas. Et est-ce que c'est normal qu'une commune perçoive des taxes sur la prostitution et fasse rentrer les prostituées dans un système normal, payer ses taxes, avoir un métier et tout. Ce qu'elle a fait, je fais vite, c'est que les taxes qui sont perçues sont utilisées pour financer des associations qui aident les prostituées à sortir de la prostitution. Donc ce serait chouette, ce serait formidable et nécessaire qu'on prenne le problème à bras-le-corps et qu'on applique des solutions. Il y en a. Peut-être Geoffroy commence à Bruxelles, parce qu'on sait, Philippe Claus, lui, il veut interdire la prostitution. Hein. Donc, est-ce que les idées comme à XL peuvent être des idées qu'on peut suivre à Bruxelles ? Mais je suis très heureux d'entendre cela, puisque ça fait d'ailleurs partie de ma petite note que j'ai rédigée voici quelques minutes. On ne nous accusera pas de ne rien avoir fait. Je peux vous dire que depuis quelques années, on est en dialogue avec les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse pour trouver une solution commune. Dans le cadre du réaménagement du quartier Nord, j'avais proposé de mettre sur la table en même temps la problématique de la prostitution et de trouver précisément un lieu pour accueillir valablement cette Villa Tinto. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de cela. Je pense qu'il est important de trouver un lieu qui ne soit pas un nouveau problème pour les quartiers avoisinants. Parce que c'est vrai qu'avoir à côté de chez soi une Villa Tinto, ce n'est pas toujours très valorisant. On doit y penser, de nouveau, de façon ferme mais humaine, ce qui nous permettrait dès lors d'interdire plus facilement la prostitution de rue. Moi, je ne suis pas loin d'être un abolitionniste, parce que je pense qu'on ne travaille pas assez sur la vraie problématique de la traite des femmes qui est derrière ça. Alors, Bercolini, il dit très bien, on veut du nouveau, et donc on fait passer ces femmes d'une vie à l'autre, mais qui les fait passer ?
Ce sont des réseaux extrêmement puissants, extrêmement organisés, qui profitent de la faiblesse de ces femmes dans des circonstances souvent inacceptables. J'entendais des chiffres parfois affolants, où certains disaient qu'on parlait de 70%, même plus, de femmes qui étaient dans ces réseaux. En tout cas, même si on était bien en de cela, ça n'est pas possible de ne pas tenir compte de cette problématique. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles n'ont que ce qu'elles méritent. Finalement, je résume un peu ce qui est dit ici, et c'est pour ça que peu de gens s'en émeuvent. C'est dommage, parce que de façon régulière, on se rend compte qu'il y a des meurtres, il y a une situation qui est déplorable dans un contexte qui est très glauque. Mais on ne peut plus laisser les choses se faire. Une Via Tinto, ça permet d'avoir un commissariat qui est adossé, ça permet de ne plus avoir la maîtrise par les proxénètes, par une série de souteneurs, justement, et d'avoir une situation qu'on peut commencer à gérer. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens, et croyez-moi, les souteneurs, les proxénètes et tous ces réseaux ont 2 voire 3 longueurs d'avance sur les autorités communales et régionales. Alors Benoît Ellings, là-dessus, sur ce que font les autorités communales aujourd'hui. Donc, ce que font les autorités communales, c'est qu'elles perçoivent des taxes sur les hôtels de passe, en fait, qui sont dans les quartiers. Je pense en particulier au quartier Alhambra. J'ai rencontré les gens les habitants du comité de quartier. C'est quand même terrible, hein, la prostitution de rue, où vous avez parfois des passes qui se passent en rue même, mais aussi le charroi incessant, les clients, en fait. Il y a, je pense, 2 choses à dire. Ce n'est pas un débat facile. La prostitution, et dans tous les partis, il y a le débat entre abolitionnistes, etc., régulationnistes, etc. Et dans mon parti aussi. Parce que ce n'est pas une question facile, parce que c'est évidemment au cœur du sujet la question de l'égalité homme-femme. Mais pour nous, les prostituées sont des êtres humains. Et donc, il y a des associations de prostituées, je les ai rencontrées, qui fonctionnent, qui essayent de montrer qu'elles ont une connaissance du terrain. Et donc, on peut connaître aussi, et les autorités communales peuvent, grâce à ces associations, connaître toutes les difficultés et aussi toutes les différences qu'il y a dans ces diverses formes de prostitution. 1. 2, l'aménagement de l'espace public. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et je trouve que 3, il y a cette histoire... parce que les prostituées sont victimes aussi de la façon dont l'espace public est organisé. La violence qui est exercée contre les prostituées, c'est parce qu'une rue est mal éclairée, il y a des petits recoins, etc. Et 3, l'idée de Mme Teitelbaum, celle que Mme Ercoli présente ici, est intéressante dans la mesure où la ville s'enrichit aussi sur les taxes payées par les hôtels de passe. Et donc que l'idée qu'une partie substantielle de ces taxes puisse servir au financement des associations ou au financement des services sociaux qui prennent en charge ces prostituées, c'est une chose. Et enfin, il y a quand même quelque chose de terrible, et je pense que c'est là que les forces policières doivent se concentrer, et il faut peut-être demander pour ça l'aide de services de renseignement, c'est comment s'organisent les mafias. J'entends que c'est la mafia bulgare qui tient le quartier Alhambra, il me semble que là, on doit mettre aussi des moyens en termes d'écoute, et d'enquête. Oui, voilà. On passe maintenant à notre rubrique tête d'affiche, où on va vous proposer des galeries de portraits à tous les deux, présente 4 visages qui ont fait l'actualité. On va commencer par vous, Geoffroy commence. Je vous propose tout d'abord Marc Cook, le nouveau patron du foot professionnel, la Pro League, le patron d'Anderlecht. Pedro Sanchez, le nouveau Premier ministre espagnol, socialiste féministe et minoritaire, ou alors Delphine Bourgeois, l'échevine MR d'XL qui ne se représente pas car elle attend un heureux événement, et Marc de Mesmaeker, le nouveau patron de la police belge. Alors qui choisissez-vous? Marc, Pedro, Delphine ou l'autre Marc? Eh bien, je vais choisir Pedro parce que je trouve que c'est un très beau signal qu'il envoie, un signal pro-européen dans le sud de l'Europe. Je trouve que c'est assez bien et par ailleurs pro-féminin puisqu'il a un gouvernement majoritairement féminin. Je trouve que là aussi c'est un très beau signal. Décidément, c'est difficile de vous faire avoir des opinions divergentes tous les deux. Benoît Ellings, on va voir avec vos 4 portraits à vous. Ce ne seront pas les mêmes. On commence par Ariane Esten, militante chrétienne devenue présidente du mouvement ouvrier chrétien. Annie Cordy, mise à l'honneur au prochain Homme Gang. Véronique Culliford, la fille de Peyo qui lance la Schtroumpf Expérience, ou encore François Damiens qui fait un carton avec son film Monquête. Alors qui choisissez-vous? Ariane Esten, Annie Cordy, Véronique Culliford ou François Damiens? Annie Cordy. Parce que j'ai dansé enfant sur Tata Yo-Yo. Ça m'a peut-être inspiré. Voilà, non, Annie Cordy, oui, vraiment. Et je suis content de voir qu'elle est toujours aussi en forme, parce que je me demandais justement ce qu'elle devenait, et donc je suis content de savoir qu'on pourra la voir. Elle sera là à l'Homme Gang, il y a une fresque, il y a plein de choses. Et à ce sujet, il y a même un espace public. À ce sujet de l'Homme Gang,
Ce serait bien qu'Annie Cordy puisse avoir un vrai rôle. Je sais qu'elle a été faite baronne, mais je sais que les rôles sont réservés à la noblesse, etc. Je trouve que ça devrait changer et donc qu'on mette Annie Cordy comme princesse ou reine. Mais elle est invitée d'honneur, hein. C'est déjà ça cette année. Peut-être que l'année prochaine, elle jouera un rôle particulier. 500 ans pour changer ça, c'est bien. Alors passons aux questions Transparencia avec nos partenaires Transparencia. Geoffroy Commence va commencer par vous. Certains échevins de la ville de Bruxelles ainsi que des parlementaires voyagent beaucoup avec plusieurs accompagnants quand ils doivent partir à l'étranger. Est-ce qu'on pourrait, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que le secrétaire communal accepte de publier le coût des voyages pour la ville et le nom des personnes qui accompagnent dans ces cas-là? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il en est question. La question s'est déjà clairement posée au sein du collège et nous n'avons pas de problème, évidemment, de principe à les publier. Je pense d'ailleurs qu'il y a une part d'obligation là-dedans, je ne sais pas exactement. Mais clairement, ce que nous faisons, c'est public, c'est pour le public. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on cherche à cacher cela. À titre personnel, il m'arrive d'ailleurs régulièrement de voyager pour le compte de la ville de Bruxelles pour représenter l'organisation des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont je suis vice-président. Je le fais de façon tout à fait claire. Je le publie quand c'est possible. Vous publiez sur votre site internet? Non, mais j'essaie de le publier éventuellement sur Twitter ou sur Facebook en annonçant que je le fais. Je ne cherche pas à le cacher, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose que nous devons annoncer. Nous devons préciser dans quel cadre nous le faisons et nous devons toujours le faire d'abord comme si nous le faisions à titre personnel, c'est-à-dire que moi j'avance toujours l'argent, c'est devenu une question de principe, et ensuite je me fais rembourser par la ville, et je le fais comme si c'était pour moi, à titre personnel que je le faisais, donc ce ne sont pas des dépenses complètement délibérées. Alors Benoît Hellings, avec vous, on va revenir encore une fois sur l'exemple de la commune de Watermael-Boisfort, qui publie depuis un an sur son onglet Transparence les montants des mandats locaux rétrocédés aux partis politiques des mandataires. Alors est-ce que vous êtes responsable à local d'écolo à Bruxelles, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait par tous les partis à la ville de Bruxelles, et écolo pourrait porter ce projet? Oui, tout simplement, oui. Il n'y a pas de problème. Et c'est important de savoir à quoi sert l'argent public. Et donc voilà. Donc moi, je suis député fédéral et je verse tous les mois à mon parti 2150 €. Voilà, sur mon salaire de député qui net représente plus ou moins 5200 €. C'est ça, donc vous gardez 3000 €. Et je trouve que c'est normal que les citoyens sachent combien leurs échevins, leurs conseils communaux, et puis aussi, c'est le plus important, les présidents et autres administrateurs des ASBL paracommunales, puisque c'est là, on sait que c'est par là que le scandale est arrivé, et c'est par là qu'il y a un an, un bourgmestre à la ville de Bruxelles a démissionné. Tout à fait. Et vous, Geoffroy Commence de Brachet, puisqu'on va parler du décumul, on va passer tout de suite de sujet à l'autre. Vous ne cumulez pas, hein, vous êtes purement échevin. Est-ce qu'il y a moyen de vivre en étant juste échevin de la ville de Bruxelles? Ça va pas être indécent. Oui, évidemment, il y a moyen de vivre. La preuve. Mais non, c'est une situation. Je pense que oui, il faut pas être complètement dans le délire en pensant qu'on a des salaires complètement mirobolants ou des salaires complètement ridicules. Mais je pense que vous connaissez l'adage anglais qui dit « Who pay peanuts get monkeys ». Alors certains ne manqueront pas de dire qu'ils ont quand même des singes comme politique, mais de façon plus sérieuse et pragmatique, je pense qu'à un moment donné, il faudra oser avoir le vrai débat sur les rémunérations politiques parce que c'est l'enjeu. Et moi, j'en parle d'autant plus facilement qu'à titre personnel, en 2009, j'avais plus de voix que la moitié des députés bruxellois. Maintenant, j'ai plus de voix que 2/3 des députés bruxellois et je ne suis toujours pas député bruxellois. Mais peut-être, chose étonnante, je ne suis pas contre les décumuls. Parce que je pense que je ne suis pas pour le décumul parce que je pense qu'il peut avoir du sens et il suffit de voir la pratique au jour le jour. Eh bien, on se rend compte que certains des échevins ou certains des bourgmestres sont parfois certains des plus actifs aussi au Parlement parce qu'ils connaissent la pratique du terrain et que ça permet de mieux relayer aussi les problématiques. Je m'en rends compte à titre personnel. Comme échevin de l'urbanisme, c'est vrai que souvent je me rends compte que les problématiques, la législation ne correspond pas à ce que nous pourrions faire sur le terrain et simplement je n'ai pas l'autre main. Le fait d'avoir des députés qui cumulaient n'a pas arrangé les choses, hein, parce que les lois sont restées compliquées pendant des années. Les lois sont restées compliquées, donc mais je ne pense pas qu'avec un décumul on arrangera forcément les choses. On peut le souhaiter, mais je pense qu'il faudra avoir cette réflexion aussi sur
la rémunération, ça va coûter plus cher. Et quelle est votre rémunération comme échevin ? Bien moins que M. Ellings. Moi, je peux vous dire que je suis aujourd'hui moins payé que les directeurs généraux, que je dirige. Je dirige quand même 500 personnes, dont 3 départements. Mais je dois également rétribuer, je ne sais plus, un petit millier d'euros à mon parti. Et donc, il vous tous reste... les mois. Je ne sais plus exactement, je ne sais pas. Mais c'est pas... Voilà, je pense que je gagne... Enfin bon, l'idée n'est pas de vous mettre sur le grill. C'est une situation aujourd'hui qui n'est pas saine parce qu'on n'ose pas avoir un vrai débat ouvert. Benoît Ellings, sur le décumul. Sur le décumul, donc, enfin, je veux dire, dans mon parti, tout le monde exerce son mandat à temps plein, qu'il soit député, qu'il soit échevin, qu'il soit bourgmestre, qu'il soit autre chose. Pourquoi ? Mais c'est aussi simple que ça. Je veux dire, on ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Et vous savez, monsieur Comment, si moi je dois avoir une info sur le stade, par exemple, j'appelle Arnaud Pinksteren, qui connaît très très bien le stade. Si j'ai besoin d'une information sur la façon dont fonctionne en ce moment la question du décumul, j'appelle Zoé Genot et j'ai son numéro de téléphone et elle me donne l'information immédiatement. Il y a un truc quand même qui est très indécent. C'est parce que moi je vous ai donné mon salaire. Oui. Quand vous pensez que quelqu'un comme Els Ham, par exemple, qui aurait dû être là, ouais. Ou Karine Lallieu, qui sont toutes les deux à la fois députées et échevines, gagnent aux environs plus ou moins de 7 500 € net par mois, c'est-à-dire 150% de l'indemnité, je trouve que c'est indécent. Parce que gagner 7 500 € net par mois, c'est quand vous êtes ministre, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous avez d'énormes responsabilités. Bien sûr, échevin, c'est une grande responsabilité. Bien sûr, député, c'est une grande responsabilité. Et moi, je ne trouve pas normal que des gens qui ont des responsabilités certes limitées gagnent jusqu'à 7 500 € net par mois. Et c'est pour ça qu'au PS, chez Écolo et chez Défi, on veut le décumul intégral. Voilà. Pour 2019. Pas seulement pour des questions financières, aussi pour des questions de conflit d'intérêts. Justement, Nicolas de Decker. Il y a un petit élément, on se rappelle tous de ce merveilleux documentaire sur Striptease sur un de vos prédécesseurs, Michel Demarais, le petit moment où il passe au Parlement bruxellois, il en sort et dit je suis payé à faire le pitre ici et qu'on me donne trop d'argent. Mais comme c'est à moi qu'on le donne, je le garde. Eh ben, je pense que si on décumule, il était à l'époque, il avait un pied d'un côté et de l'autre. Si on décumule, le problème du Parlement bruxellois, qui est un problème spécifiquement belge en matière de qualité du personnel des députés bruxellois, en général, c'est quand même pas le Parlement qui vole le plus haut parmi les nombreux parlements qu'on a en Belgique. Si on a des gens qui ne sont là que pour faire ça, je ne dis pas que c'est la seule solution, le seul moyen, mais au moins, ils ne passeront leur temps qu'à faire ça. Et donc, ils seront plus attentifs à ce qu'ils font. Parce que la fonction crée l'organe, on verra. J'entends bien l'idée. Mais si ce n'est pas tellement une question de fonction, c'est une question de façon dont on sélectionne du personnel et dont on l'affecte, somme toute. Parce que j'entends bien l'argument de M. Comans-de-Brachen qui dit les problématiques municipales d'abord sont relayées et puis ce sont les plus actifs. Certes, ce sont les plus actifs, mais ce sont les plus actifs en tant que mandataires communaux. C'est-à-dire que le plus souvent, ceux dont vous parlez, ils viennent en tant que représentants de ce qu'ils font par ailleurs. Parce qu'avec la connaissance de terrain, ils font remonter une information et peuvent corriger la législation à la matière. Si c'est quand même extraordinaire. Alors que quand on n'a pas la connaissance du terrain, qu'on le voit avec une certaine distance, parfois on n'a pas la possibilité, la capacité de connaître les faiblesses d'une législation. Sauf si on fait ça à plein temps et qu'on a donc le temps aussi d'aller sur le terrain. Trouvez-moi un député mais je voudrais quand même... Je peux vous dire que leurs horaires ne sont pas les mêmes que les miens, pourtant ils gagnent largement plus. Mais c'est le cas de votre voisin, il est plein temps. Oui, mais plein temps, lui, et je ne doute pas qu'il travaille beaucoup, il travaille 8 heures par jour. Moi, je travaille, je peux vous dire que je suis au-delà de 16 heures, voire 18 heures par jour. Heureusement que je ne dors pas beaucoup. Bon, allez, attendez, c'est pas un concours de savoir celui qui travaille le plus. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport maintenant à ce qui se passe au niveau du Parlement bruxellois, donc ce vote sur le décumul et la possibilité d'un conflit d'intérêts des Flamands qui pourraient dire, nous, ça ne nous arrange pas, donc on bloque votre texte, comme les francophones de la COCOF l'ont déjà fait à de multiples reprises pour des vrais conflits d'intérêts. Oui, mais est-ce que justement Écolo dit dans le cas des francophones c'était des vrais conflits d'intérêts et du côté flamand ce serait un faux. Pourquoi ce serait un faux conflit d'intérêts? La vérité éclate au grand jour. Il y a des députés qui veulent continuer à gagner 7 500 € net par mois. C'est juste ça la question. Mais ils disent pas que c'est et pour elle ça. semble la première, parce que la plus surexcitée sur cette question, c'est elle.
c'est elle. Hein. Et je comprends qu'elle préfère être au Parlement bruxellois pour essayer de défendre son œuvre plutôt qu'ici. Mais il faut être clair par rapport à ça. C'est ça qui est en train de se jouer. Et on essaye dans les antichambres, dans les petites alcôves, de faire par un conflit d'intérêts par-ci, par quelque chose d'autre par-là, par des pentes savonneuses de l'autre côté, de faire en sorte que ce texte sur lequel tout le monde est facialement d'accord, doit faire quelque chose d'autre. Le MR et le CDH ne sont pas d'accord. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que tout le monde est d'accord. J'en parle d'autant plus facilement. Mais il y a une majorité. Il y a une majorité au Parlement. Il y a une majorité au Parlement fédéral aussi. Vous n'êtes pas toujours content quand la majorité du Parlement fédéral vote une loi. Il y a une majorité au Parlement bruxellois qui est en capacité de pouvoir voter le décumul intégral, ce pourquoi la majorité s'est exprimée pour. Et aujourd'hui, les quelques partis flamands, dont la NVA, le Code Posture, bonjour, et le VLD votent contre. Ou en tout cas, votent contre, et en plus veulent activer le principe du conflit d'intérêts. C'est une mauvaise façon de fonctionner. Georges commence, Geoffroy commence, pour clôturer là-dessus, et après on passe à Je pense qu'on se trompe de débat. C'est comme pour une voiture, si vous avez une crevaison, et que votre garagiste dit il faut changer le moteur, je pense que ça n'est pas la bonne façon de procéder. Ici, ce qui a été la problématique, ça n'est pas le problème du cumul ou du décumul. Or, aujourd'hui, ce qu'on condamne, tout le monde a l'air de dire c'est le centre de la problématique. Je pense que clairement, ce qu'on a connu au SAMU social, ce qu'on a connu dans d'autres problématiques, y compris avec Publifa, ça n'était pas des cumuls entre deux fonctions comme député, échevin, député... D'accord, mais c'est quand même sur la table. C'est sur la table. Mais je pense, et j'en parle d'autant plus facilement que je ne cumule pas, je vous le dis. Ça fait 18 ans que je suis en politique, je n'ai jamais cumulé de cette façon-là. Avec un poste de député. Et donc, je pense néanmoins qu'il y a une force et il y a quand même une plus-value au fait de pouvoir le faire. On va se rapprocher des citoyens, notamment des citoyens bruxellois, mais de toutes les communes de la région, avec cette problématique des points noirs et des carrefours dangereux. Constat fait lors des États généraux de la sécurité routière. Reportage de Michel Gaillard, Marjorie Félinger. La place Mézère en journée, mélange animé de voitures, de bus, de trams et de vélos. Elle figure au top de la liste des ZACA pour zone à concentration d'accidents. Avec la place d'Ailly, l'angle de la chaussée de Hacht et de l'avenue Bordet, les carrefours avenue de Tervuren, boulevard du Souverain, boulevard du Régent, rue Béliard et rue de la Loi, rue de Trèves. 6 carrefours que la région aimerait aménager, mais elle doit mettre beaucoup de monde d'accord. Prendre en compte l'ensemble des usagers, donc que ce soit les automobilistes, que ce soit les cyclistes, que ce soit les piétons. On doit faire aussi attention aux sociétés de transport en commun, donc la STIB, qui a avec les trams donc, des spécificités importantes en termes de distance de freinage. Ils ont aussi, donc, pour les bus et les trams, des télécommandes de feu. En 2015, une liste de 30 carrefours prioritaires est établie. 3 ans plus tard, certains sont aménagés, d'autres toujours pas. On en a 6 qui sont résolus. Par exemple, la place Bleikart, le square de Troze, l'avenue Fonceny. On en a 5 pour lesquels les plans sont prêts. On en a 6 pour lesquels les réflexions sont en cours. Donc les plans vont sortir, on va pouvoir réaliser des aménagements. Il y en a 7 qui dépendent de communes et pour lesquels on va donner des subsides en 2018. Une évidence apparaît, les endroits où l'on compte beaucoup d'accidents sont ceux où différents types d'usagers partagent le même espace. Ces carrefours datent d'une autre époque où on ne pensait pas encore aux usagers les plus faibles, notamment les cyclistes, et donc les repenser maintenant, c'est pas toujours une mince affaire. Les responsables de la sécurité le rappellent, les travaux sont utiles, mais pour éviter les accidents, il faut d'abord que chacun adapte sa vitesse aux autres usagers de la route. Alors Bercolini, c'est le moment où vous avez une voiture avant, parce qu'il y a trop de points noirs à Bruxelles, hein, c'est ça? Oui, je fais tout à vélo, et je suis allée farfouiller dans les études qui existent sur les accidents à vélo, et les accidents les plus fréquents, c'est dans les carrefours. Donc c'est vraiment important. Je suis très triste que Else Hamp soit pas là, parce qu'elle avait annoncé que 39 km elle avait annoncé 39 km de nouvelles infrastructures vélo. Il semblerait, d'après le GRAC, et d'après Bruce, qu'il n'y en ait que 10. Moi, je trouve effectivement qu'il n'y a pas assez de zones safe pour rouler à vélo à Bruxelles. Je voudrais savoir où on roule à Bruxelles quand on est sur le piétonnier, à part sur les gens, parce qu'il n'y a plus rien. On va me dire c'est pas fini. En tout cas, en voiture, non. Hein, mais en voiture, non, ça on est d'accord. À vélo. Voilà. Donc,
Et aussi, faites un doodle, les amis. Hein. S'il y a tellement de gens autour, à mettre autour de la table, ils s'en sortiront pas. Il faut faire un doodle. Alors, Geoffroy commence, parce que là, Else Amp, elle en prend pour son grade en n'étant pas là, sur tous les sujets. Mais sinon, comment est-ce qu'on peut résoudre ces problématiques de ces carrefours dangereux? Il n'y a pas que Bruxelles qui est en cause, mais Bruxelles est largement en cause. Il est difficile de parler à la place de Else Amp. En tout cas, elle m'a donné un chiffre juste avant de venir. Elle m'a dit qu'ils avaient signalé 39 carrefours difficiles au niveau communal et que l'entièreté d'entre eux avaient été sécurisés ou en partie sécurisés déjà depuis qu'ils avaient été signalés en 2013. Donc voilà, je veux bien la croire. Je peux vous dire que sincèrement, très régulièrement au collège, elle vient avec des positionnements très pro-vélo. Je trouve que c'est intéressant, c'est souvent osé. Sur des carrefours, sur des voiries qui sont parfois déjà très engorgées, et elle ose proposer vraiment des remaniements vraiment où on retire complètement le stationnement. Les carrefours dangereux, c'est pour les cyclistes, mais c'est aussi pour les piétons. Hein. Évidemment, c'est pour tous les usagers de la route, mais je pense qu'il est très important de ne pas opposer les types de circulation. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je reproche toujours à Pascal Smet en disant il ne faut pas opposer la personne parce qu'elle est en voiture ou parce qu'elle est en vélo. Moi, je pense que nous sommes... Ça peut être la même personne. Nous tous, voilà. Oui. Moi, je suis cycliste quotidien, je suis automobiliste également. J'utilise les transports en commun chaque semaine. Ça m'arrive d'utiliser Cambio ou Vilo. Je pense que c'est important de montrer que nous sommes tous à un nez piétons, mais aussi, pourquoi pas, autres types d'usages. Alors, Benoît Links, est-ce qu'on en fait assez par rapport à ces carrefours dangereux? Ben non, puisque le GRAC le dit, il n'y a qu'un quart des pistes cyclables promises ou vendues dans le journal communal qui sont une réalité. Un. Deux, il ne faut pas opposer les différents modes de transport, non, mais il faut donner une priorité. Et pour nous, Écolo-Groen, c'est clair. C'est d'abord tous les transports en commun, et arrêter de les engluer dans les carrefours, parce que les carrefours sont non seulement dangereux, mais en plus, ils sont des espèces d'agglutinats de voitures qui font en sorte que les trams, par exemple, ne savent plus passer. Et donc, du coup, ça réduit la vitesse commerciale des trams, ça réduit l'attractivité des transports en commun, et donc, ça réduit la vitesse des transports en commun, et donc, ça réduit le fait que les gens peuvent prendre les transports en commun. Excusez-moi, ce qui réduit aussi l'attractivité des transports en commun, c'est le fait que ce soit très mal desservi à Bruxelles quand on fait autre chose que passer par le centre. Quand on habite dans le sud et qu'on va aller de l'autre côté du sud, ou quand on veut faire des déplacements vice-versa, c'est l'enfer. Donc moi, j'adorerais prendre ma voiture. Et donc j'ai l'impression, avec tout le discours ambiant, qu'on est les gros méchants, vilains automobilistes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais non, mais je sais la priorité. Hein. Mais de manière générale, on aimerait faire autrement. Donc donner la priorité. C'est pénible pour les gens d'être dans les embouteillages. Mais ça ne nous plaît pas, hein, mais on n'a pas le choix. Si par exemple, à Mézère, on donnait la priorité au tram, au niveau des feux rouges, etc., aussi de l'aménagement urbain, vous pourriez plus facilement prendre le tram et traverser Mézère beaucoup plus facilement. Donc, les transports en commun, c'est la priorité pour toute la région. Métro c'est le métro. Non, ce qui est le plus important, c'est qu'un tram en site propre, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Je pense que la congestion automobile est telle à Bruxelles que c'est le plus important. Mais oui, mais si vous mettez un métro, moi je très bien, hein, si vous avez de l'argent à dépenser pour un métro qui coûte 10 fois plus que le tram, est-ce qu'on peut d'abord et avant tout travailler à faire en sorte que les trams passent les carrefours? Nous avons 69 stations de métro à Bruxelles, à peu près. Nous avons 31 gares à Bruxelles. Et je pense que ça vaut déjà la peine de connecter ces gares pour doubler justement cette situation. Faire en sorte qu'à Bruxelles, depuis le sud de Uccle, on va au centre-ville en 6 ou 10 minutes. C'est ce qu'on appelle le réseau express Bruxelles. Avec aucune voiture, même en pleine nuit, on y arrive. Je pense que c'est important d'en tenir compte. Et moi, je veux bien parler des transports en commun, mais je pense que nous devons mettre une priorité sur un métro. Je pense qu'il faut arrêter cette situation qui, depuis 15 ans, on dit stop au métro et on essaie de faire plein de types d'aménagements qui, au final, coûtent aussi cher. Nous avons des voies qui existent et qui sont souvent peu utilisé ou pas utilisé. Je pense que nous pouvons continuer sur le métro. Et donc, oui, le métro, très bien, mais ça coûte cher et ça met énormément de temps à se mettre en œuvre. Ok, mais donc dans 15 ans, très bien, on aura le métro. En attendant, on peut fluidifier le trafic. On peut aussi inciter les enfants depuis le plus jeune âge à utiliser la marche pour se rendre à l'école et à leurs diverses activités. Et puis après, ils prendront le vélo quand ils seront plus grands. Et puis après, en étant adultes, ils sont venus à vélo. Moi, je suis venu à vélo, il n'y a pas eu de problème pour vous dire. J'ai juste eu un peu chaud, mais ça va, un peu d'eau fraîche sur le visage et voilà. Nicolas Dedecker.
un peu embêté Salma, les plus irréductibles opposants au métro, ce sont à Bruxelles les huis clos. Hein. C'est une vieille opposition historique. Mais c'était il y a longtemps, on a changé entre-temps. Non, mais attendez, ils ont moyennement changé. Hein. Ce ne sont plus les mêmes. Hein. Oui. Déjà, on a changé un peu la couverture. Je ne dis pas toi personnellement. On passe à un autre sujet. Là, on s'excite sur la mobilité, mais dans quelques jours, on va s'exciter sur autre chose, sur les Diables Rouges, sur le foot. Voilà. Alors, juste un rappel, enfin un vrai débat, un débat un peu intéressant. Hein. C'était lundi. Robert Martinez lui-même, annonçait 23 sélectionnés, non 24, Pierre-Alexis Maton. Les 24 Diables Rouges qui disputeront la Coupe du Monde 2018 en Russie sont... À 10 jours du début de la Coupe du Monde, Roberto Martinez a enfin tranché. Il emmènera 24 joueurs en Russie. Sorti sur blessure samedi face au Portugal, Vincent Kompany figure bien dans la liste du sélectionneur espagnol. Parmi les indéboulonnables, on retrouve bien évidemment Marouane Fellaini et Romelu Lukaku, l'Anderlecht Lander Dundonker et Youri Tielemans seront également du voyage, tout comme Adnan Januzaj, auteur d'une montée au jeu convaincante face au Portugal. J'ai vu de la maturité chez Adnan depuis janvier et j'ai vu l'être humain changer derrière le footballeur. J'attends beaucoup de lui durant cette Coupe du Monde. Jordan Lukaku a lui été évincé de la sélection. Mats Sels, Christian Kabasele et Christian Benteke ont eux aussi été retirés de la liste. Enfin, Laurent Simon est en stand-by en tant que joker médical en raison de l'état physique de Vincent Kompany. La Belgique entrera en compétition le 18 juin face au Panama. Alors Benoît Ellings, est-ce qu'on en fait trop sur le foot? Est-ce qu'on en fera trop sur le foot? Mais le foot, c'est une opportunité de se retrouver ensemble, et en particulier en ville. J'espère qu'on pourra tous se rendre plusieurs fois à la bourse pour une vraie raison de se rassembler. 2, c'est une raison de boire un verre ensemble. Et je pense qu'on doit aussi se concentrer sur une gestion un peu plus durable des fêtes qu'on fait quand on regarde nos Diables Rouges. Et j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Et par exemple, des gobelets que la ville pourrait offrir. Réutilisables plutôt que ces tonnes de canettes qu'on va retrouver après. Voilà, mais moi j'espère boire beaucoup de bière, oui. Est-ce qu'il y aura de grands écrans à Bruxelles? Alors, la ville de Bruxelles a fait le choix de ne pas avoir d'écran géant pour des raisons de sécurité. Benoît Ellings l'a très bien dit. Déjà tous les soirs, la bourse sera le théâtre de toutes les festivités, de toutes les victoires. Nous sommes quand même la capitale de plus de 500 millions d'Européens. Il y a 184 nationalités, donc on sait bien que tous les soirs, il y aura une raison de faire la fête à la bourse. Et nous voulions éviter de devoir gérer plusieurs événements. C'était trop de risques. Je rappelle qu'en même temps, et ça je pense que c'est très important, il y a un sommet de l'OTAN. Pour la zone de police Bruxelles-Capitale-XL, c'était très difficile de gérer les deux de front. On a 2500 policiers, mais qui sont très fort sollicités. Je peux vous dire que pendant cet événement, les heures supplémentaires, ça va être terrible. Et donc, on a fait le choix de dire, on laisse un petit peu de mou pour notre... Les gens regardent chez eux ou dans les cafés. Je pense que, et on laisse d'autres communes enfin faire le nécessaire. Voilà, ça n'est pas contre le foot. C'est généreux de la part de la ville de Bruxelles. Oui, justement. Mais on demande toujours à la ville de le faire et les autres, en général, se dégager un peu de la responsabilité. Ici, on est content que d'autres le fassent. Et ça nous permet de garder, et c'est ça pour moi l'essentiel, de garder de la sécurité et des policiers dans les quartiers. Eh bien, on va passer à nos coups de cœur à présent. On commence avec vous, Béatrice Colligny. Vous vouliez nous parler d'une autre femme, Esther. Oui, je voulais vous parler d'une Belge qui vit aux États-Unis et qui est en train de devenir la thérapeute de couple la plus célèbre du monde. Vous en avez déjà parlé, mais si je vous en parle, c'est parce que j'ai eu la chance de la recevoir hier dans le cadre de mon cercle. Donc Esther Perel. Esther Perel, anversoise de naissance, et son nouveau bouquin qui s'appelle « Je t'aime, je te trompe ». Aux éditions Lafon. C'est je t'aime, virgule, je te trompe. En fait, elle n'est pas du tout contente de ce titre. Elle me l'a dit, elle nous l'a dit. C'est un bouquin sur le couple en 2018, sur les relations de couple. Voilà. Alors, avec vous, Michel, on va passer à des expositions qui ont lieu aux Beaux-Arts, plutôt des projections de films. Pour être des films, des écrivains d'ailleurs. David Coury en a reçu un cette semaine dans son émission. Ça s'appelle Palestine My Love. With Love. Ouais. Et donc c'est l'occasion, au lieu de discuter seulement politique, de rencontrer les artistes, les expressions qui nous viennent de cette région dont on parle toujours au moment des événements, des attentats, des morts, etc. Mais il y a heureusement une société civile et des gens qui font des choses extraordinaires. Il y aura le pendant à la rentrée, puisqu'il y aura un festival de films israélien.
Et j'espère qu'un jour, Beaux-Arts ou une autre institution fera Israël, Palestine, with love. Beau programme. Alors, Salma Awash, vous voulez nous parler de chèques? D'éco-chèques. Alors, j'ai découvert il y a peu l'utilité de ces éco-chèques parce qu'effectivement, on a constaté que beaucoup de gens recevaient ça en rémunération, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire et que ce n'était pas forcément corrélé à la conscience de vouloir agir pour l'environnement. Or, il est prouvé que ceux qui les utilisent changent durablement leur comportement pour une sorte de comportement plus écologique, sa propre consommation. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un camion qui se baladait, qui s'appelle l'Ecotruck, et qui se balade un peu partout en Belgique. Je crois qu'il sera à Tour et Taxi mercredi prochain, et qui explique concrètement ce qu'on peut faire avec l'éco-chèque. Par exemple, acheter des meubles d'occasion, ce que je ne savais pas. C'est-à-dire que comme ça fait circuler un petit peu le flux et qu'on réutilise, et donc on produit moins, donc c'est écologique. Voilà. Voilà, des idées pour utiliser. Et pas chercher à les écouler, parce qu'il y a des mafias d'éco-chèques où les gens essayent de les refourguer contre autre chose ou achètent... Du blanchiment Non, comme les gens ne savent pas trop quoi en faire, certains ne savent pas quoi en faire, ils achètent ou ils les donnent à quelqu'un d'autre et ils reçoivent de l'argent en échange. Donc là, on peut acheter, justement, parler de vélo. Une sonnette pour votre vélo. Aussi. Alors Nicolas, lui, hésitait entre les vaches du parc de forêt de Supervlieg, mais finalement, il a choisi la laiterie de Scarbet. Je n'ai pas hésité, Jean-Jacques, j'y suis allé jeudi. C'est un tout nouvel endroit qui est niché au cœur du parc Josaphat. Il faisait très chaud, on était sur la terrasse, j'ai mangé des œufs pochés sur une gaufre salée, avec de la sauce hollandaise piquante. C'est succulent. J'étais un peu étonné, c'est pour ça que j'en fais mon coup de cœur, du fait qu'il n'y avait pas grand monde. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 tables, alors que l'endroit est situé de manière extraordinaire et que c'est vraiment bon et que c'est pas cher. Et donc j'en profite pour avoir mis ma plus belle chemise. C'est un appel à vous du pied, Jean-Jacques, et donc voilà, invitez-moi, j'attends. J'ai mis la chemise exprès pour que vous m'invitiez, c'est la plus belle que j'ai, franchement. Oui, mais c'est vous qui connaissez l'endroit, donc je trouve que c'est à vous d'inviter. Hein. Bon, alors, moi je vais vous parler de... Chantage affectif avec Jean-Jacques, c'est terrible. Je vais parler de mon coup de cœur, ce sera moins rigolo, mais c'est un documentaire en 3 parties. Il s'appelle Fluctuat nec mergitur. C'était réalisé et produit par les frères Naudet. C'est passé sur Netflix depuis le 1er juin. La première fois qu'on parle d'un film ou d'un documentaire qui est sur Netflix, mais c'est une réalité, les gens peuvent le voir, ça vaut la peine. Voici un extrait. Tu veux ne plus avoir ces images, ne plus avoir ces pensées, ne plus avoir ces souvenirs. Mais en même temps, il faut pas oublier ça. Jamais. Je sais ce que c'est de nourrir l'autre de soi. D'amour, compassion, de gentillesse, d'humanité. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Donc c'est un documentaire sur le 13 novembre, les attentats en 2015 contre le Bataclan notamment et les terrasses, dont les Bruxellois sont assez proches quand même, on l'a vécu d'assez près ces attaques terroristes. Les frères Naudet avaient fait un reportage assez extraordinaire, c'était à New York en 2001, ils étaient embedded dans une section de pompiers et donc ils ont vécu de l'intérieur les attentats des tours jumelles en 2001, ils avaient fait déjà un documentaire assez extraordinaire. Ici aussi, c'est à la fois fort et sensible, et c'est donc à ne pas rater et c'est visible sur Netflix. Alors, je ne sais pas si vous avez envie aussi de nous signaler quelque chose à faire ce week-end, ce dimanche par exemple, Benoît et Lynx. Moi, je vais aller au Vieux Marché, faire les puces, comme je le fais une fois par mois. Voilà. Et c'est un bon endroit pour préparer les communales. Mais on peut malheureusement, voilà, je cherchais à écouler mes éco-chèques. Je parie que ça va pas marcher. Mais je pense que ça va pas marcher. Non, mais rétrocède aux parties de toute façon. Non, mais je trouve que c'est là où vit et le cœur de Bruxelles. Et moi, j'aime beaucoup y aller. Une belle balade. Voilà. Geoffroy commence. Pas mal d'activités ce week-end dans le centre-ville. Je pense entre autres à la brocante rue de Flandre. Et évidemment, j'irai avec joie, plaisir, bonheur. C'est toujours une redécouverte. Ce quartier est très vivant et d'autant plus qu'on réinvestit pas mal avec beaucoup de nouvelles activités et d'infrastructures. Eh bien, merci à vous, merci aux invités, merci aux chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des experts. D'ici là, bon week-end.